Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la situation politique au Mali. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, le climat politique reste encore tendu. La situation sécuritaire toujours fragile dans certaines parties du pays. L'opposition malienne, après sa manifestation du 2 juin dernier à Bamako, dispersée par les forces de l'ordre parce que n'ayant pas été autorisée contre Ramersa le vendredi 8 juin pour exiger ce qu'elle appelle une élection crédible et transparente. Une élection qui cependant n'aura pas lieu dans toutes les régions de ce grand pays du Sahel pour des raisons sécuritaires. Également dans ce numéro de Talk Afrique, il sera question de la crise politique au Togo. Ce n'est pas encore demain la veille du dénouement. Le pilotage du dialogue national en cours pour une solution de sortie de crise est désormais confié à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a rencontré d'ailleurs samedi dernier une délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition, le parti au pouvoir et des membres du gouvernement. Et pour en débattre, je reçois sur ce plateau avec un immense plaisir Mam Ngom. Vous êtes directeur de publication du quotidien d'information La Cloche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdoulaye. Avec nous également sur ce plateau Pape Ngagne Diouf, rédacteur en chef de Médian TV Dakar. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci Abdoulaye. Alors Pape Ngagne Diouf, on va commencer avec vous. La campagne électorale de la présidentielle, du premier tour de la présidentielle au Mali, qui démarre du 7 au 27 juillet. Pendant ce temps, sur place, la situation politique est un peu tendue avec l'opposition qui avait marche dispersée par les forces de l'ordre et qui contrôle ça le 8 juin. Cette situation, finalement, est-ce à dire que les conditions d'un scrutin transparent ne sont pas réunies parce qu'il exige ou elle exige ce qu'elle appelle une élection crédible et transparente? Oui, merci Abdoulaye. Bonjour Mamgo. Alors pour moi, la situation politique actuelle au Mali est inopportune pour plusieurs raisons. D'abord, on s'achemine vers une campagne électorale, comme tu l'as dit. Alors, je n'aimerais pas que le Mali arrive à une situation préélectorale ou post-électorale très compliquée, comme ça a pu être noté dans plusieurs autres pays, parce que à quelques encablures d'une consultation électorale, quand les positions arrivent à être de façon antagoniste positionnées, on peut s'acheminer vers une situation très compliquée. Alors pour moi, c'est inopportun parce que pour les deux parties, les différents protagonistes de la crise malienne ou de la tension malienne actuellement, les impératifs devraient être ailleurs parce qu'il y a plusieurs autres impératifs, plusieurs autres urgences qui devraient quand même mobiliser toutes ces forces-là. Quelle urgence? Oui, disons, il y a les préparatifs même de cette consultation parce qu'en amont, il serait préférable et louable pour tout Malien, pour toutes les parties prenantes à cette crise-là, d'essayer de voir comment asseoir d'abord un climat social, un climat de sécurité dans toutes les régions. Vous le savez, dans le centre justement du pays ou bien au nord, c'est des régions vraiment en proie à la menace terroriste. Donc pour moi, ces séries de manifestations n'augurent pas une situation politique apaisée qui va vraiment vers des consultations électorales transparentes et crédibles. Parce que si on arrive à une situation où les deux camps se positionnent de façon vraiment méfiante l'une à l'autre, vous voyez ce que ça peut générer comme tension sociale, comme tension politique, alors que le pays n'a pas besoin de ça. Démocratique aussi, à quelques encablures de l'élection présidentielle, oui. On peut ne pas... Mais à mon avis, ni l'opposition, encore moins le pouvoir, ne souhaiterait plonger le pays dans une situation d'instabilité politique avec tout ce que le pays a déjà vécu pendant des années avec la menace terroriste. Donc c'est inopportun cette situation-là. On y reviendra parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la situation sécuritaire qui est encore fragile, surtout au centre, mais également au nord de ce grand pays du Sahel. Mam Ngom, l'opposition qui se mobilise avec cette marche, on va en parler, elle annonce une marche le 8 juin.
l'opposition se mobilise et se retrouve dans une coalition, dans des coalitions. Mais la question que j'ai envie de vous poser, que cette mobilisation, ce regroupement ou cette coalition, souvent ne se fonde pas sur un projet de société viable au service du pays. Bon, avant de répondre à cette question, je dirais comme un gagne que c'est une situation qui est malheureuse, à laquelle on pouvait ne pas assister. On ne devait pas assister parce que à quelques encablures d'une élection aussi importante, cette tension est à la limite inutile. Donc pour la coalition, les coalitions, je pense que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe exactement au Sénégal et ailleurs. Bon, ça, c'est souvent des coalitions, tous contre quelqu'un, contre celui qui est à la tête du régime. Je pense que souvent, c'est de bonnes guerres, parce que dans les coalitions aussi, l'opposition a très peu de chances de faire face à IBK. Je pense que ce n'est pas évident. Donc, si l'opposition se réunit, et si elle compte organiser des marches, des manifestations, je pense que le pouvoir doit jouer son rôle. Le rôle du pouvoir, c'est d'encadrer ces manifestations et permettre à tout le monde, au-delà de l'opposition, il y a la société civile, il y a des citoyens qui ne sont d'aucun parti, qui ne sont d'aucune formation politique, qui sont là et qui sont guidés par le souci de justice, de démocratie. Donc il faut les laisser manifester. Je pense que la situation est un peu particulière. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire peut ne pas permettre certaines favorables. Je pense que c'est ce qu'on dit souvent. C'est une situation particulière. C'est un pays qui est en crise. Dans certaines localités, bon, certaines localités sont contrôlées par des rebelles, si on peut les appeler comme ça. Mais l'engouement et la clairvoyance que ces autorités ont pour mater des opposants, elles pouvaient avoir ça pour encadrer une marche. Je pense que ceux qui marchent ne sont pas des bandits, ne sont pas des va-nu-pieds. Ce sont des gens responsables, des gens qui aspirent à diriger le pays, qui veulent manifester. Donc, il faut les laisser manifester. Si la manifestation se fait dans les règles de l'art, je pense qu'il n'y a aucune raison de mater une manifestation. D'ailleurs, c'est ce qui pousse l'Organisation des Nations Unies à sortir un communiqué pour demander aux uns et aux autres d'avoir un esprit de responsabilité. Une responsabilité de part et d'autre, les opposants et le pouvoir en place. Une élection qui n'aura pas, on l'a rappelé tantôt en début de cette émission, à l'entame de cette émission, qui n'aura pas lieu dans certaines régions du Mali, au nord à Kidal. C'est vrai qu'au Mopti, la situation sécuritaire n'est pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, vous pensez que c'est vrai que cette question qui transcende les clivages politiques, est-ce que les protagonistes ne doivent pas se retrouver autour de cette question sécuritaire, en faire d'abord une priorité nationale? Non, je pense que la question sécuritaire doit être une priorité. Et je pense que c'est d'ailleurs une priorité. Parce que je ne pense pas que les opposants soient guidés par un esprit maléfique de vouloir installer l'insécurité ou bien de renforcer de manière dramatique ce qui se passe déjà. Donc le pouvoir comme l'opposition, bon, ce sont des acteurs qui doivent, comme l'a dit Ngagne, se retrouver autour d'une table, parler de l'essentiel, parce qu'il faut qu'il y ait des élections. Parler de l'essentiel, voir les modalités, tous les aspects qui tournent autour de cette présidentielle, parce que c'est une présidentielle assez compliquée, parce que bon, il y a des zones de non-droit pratiquement où il n'y aura pas d'élection. Donc tout cela doit être discuté de manière sereine pour que les Maliens, parce que le Mali, même libéré en partie, a toujours des problèmes. Donc pour que les Maliens s'y retrouvent. Parce que les Maliens ont droit à une vie décente. Au-delà des questions de sécurité, les Maliens ont droit à un développement. Donc il faut régler ce problème d'insécurité, vraiment, pour pouvoir avancer, pouvoir avoir une élection crédible, élire un président qui sera légitime pour que ce président puisse avoir les coups de franche
pour mieux sécuriser le pays et puis pour mieux le développer. Parce qu'au-delà des questions de sécurité, il y a le développement. Parce qu'il y a certains qui sont dans une pauvreté extraordinaire. Sauf qu'on ne peut pas développer un pays si l'espace n'est pas pacifié ou stable. Il faut tout pacifier. Mais ce qui pacifie l'espace, ce qui donne aux futurs dirigeants de pacifier l'espace, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections transparentes, des élections claires et que tout le monde s'y retrouve, tout le monde l'accepte. Bon, le président doit avoir des coups de franche pour pouvoir travailler normalement. Alors, finalement, c'est quoi les enjeux, fondamentalement les enjeux politiques dans le contexte politique actuel au Mali? Les enjeux politiques, c'est d'abord la crédibilité, la transparence, la légitimité du scrutin vers lequel on s'achemine. Et pour moi, c'est dans ce sens que on a parlé tout à l'heure du volet sécuritaire. Justement, c'est primordial. Il faudrait que le Mali retrouve cette paix. Le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé récemment qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix. Ça veut dire quoi? Que le Mali ne peut se remettre sur les rails du développement tant que la situation sécuritaire sera à ce niveau-là. Et c'est aussi dans ce sens que le scrutin présidentiel est important parce que du point de vue sécuritaire, justement, la visite du secrétaire général est à ce point, oui, du secrétaire général des Nations Unies est à mon avis très symbolique parce que non seulement ça coïncide avec la journée mondiale des casques bleus, mais aussi c'est une façon peut-être, toujours dans ce volet sécuritaire, pour dire que il faut toutes les parties prenantes doivent se concentrer sur l'essentiel et pour trouver la solution à cette situation-là, qui est par ricochet, parce que tant qu'on parle de sécurité, on aura parlé de développement, de paix et de stabilité sociale, etc. Donc c'est un entremêlement qui risque donc d'arriver à un point où chaque partie prenante devrait en faire une priorité. Et c'est dans ce sens donc qu'on verra que la mission de l'aménagement ne sera pas du tout aisée parce que la sécurité, les poches de résistance incarnées par les différentes factions terroristes sont un peu partout dans le pays, que ce soit à Bamako ou l'électorat aussi pour calculer cette légitimité devra... Ce qui pose problème dans certains comme au nord, à Kidal, où l'autorité malienne est quasiment absente. Comment harmoniser tout cela pour qu'il y ait des élections sur toute l'étendue du territoire national? Oui, on ne pourra pas dire qu'il y aura des élections sur toute l'étendue du territoire. Parce que non seulement, j'allais le dire, il y ira de la transparence du scrutin, il y ira également de la crédibilité de l'élection. Mais quand on prend une région comme Kidal, où, comme tu le dis, le gouvernement et l'autorité est quasiment absente. Comment on peut penser asseoir une certaine sécurité qui puisse permettre donc aux électeurs d'abord, parce qu'ils doivent se sentir en sécurité pour pouvoir sortir et aller voter. Sinon, ils ne peuvent pas prendre le risque, les électeurs, je veux dire, d'aller vers les urnes. Quand on prend l'exemple de Mopti également, qui est un vrai vivier électoral à peu près, oui, au centre avec au moins 1 million d'électeurs, mais la menace terroriste est également là-bas. Mais plus grave aussi, voyons à Bamako même, on a au moins plus d'1 million d'électeurs. Mais c'est dans cette capitale même que les terroristes sont venus, on se rappelle ce fameux hôtel ou bien l'autre terrasse aussi. Donc, déjà, cette sécurité-là qui est menaçante au sein même de la capitale, cela va sans dire que dans les autres régions beaucoup plus éloignées de la capitale ne sont pas en reste. Et c'est dans ce sens aussi que le rôle de l'aménagement serait très 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 attendu pour sécuriser toutes ces parties-là et sécuriser les 23 000 bureaux de vote qui sont présentement prévus, parce qu'il n'est pas toujours sûr que tous ces 23 bureaux seront
mises en place dans le territoire malien. L'actualité en débat, c'est également ce qui se passe au Togo avec la crise politique qui est loin de connaître un dénouement. L'opposition, la coalition des 14 partis de l'opposition qui entend manifester du 6 au 9 sur toute l'étendue du territoire avec les itinéraires qu'elle a elle-même proposés, rejetant du coup les itinéraires proposés par le gouvernement. Il y a une situation politique à laquelle nous assistons pratiquement près depuis plus de 7 mois. Mamgoor Ngom, l'opposition qui campe sur sa position, accusant le gouvernement de vouloir unilatéralement préparer le processus électoral. Alors, cette situation qui dure depuis plus de 7 mois, elle vous inspire quel commentaire? On est tenté de sourire en comparant même les deux situations. C'est comme si en Afrique, les gens refusaient d'évoluer, quoi. Sur le plan politique et sur bien des domaines, mais sur le plan politique, c'est plus remarquable. Sauf que là, on organise les élections à quelques encablures, peut-être les conditions sécuritaires qui ne sont pas assez favorables, mais là-bas, c'est entre l'opposition et le pouvoir que... C'est toujours ces relations houleuses entre l'opposition et le pouvoir, et ces relations qui ne devaient pas exister, parce que c'est l'espace politique, c'est l'espace public, donc je pense qu'il devait y avoir des relations apaisées pour que les populations pour lesquelles ces gens sont censés travailler pour que ces populations sentent que vraiment c'est le développement du pays qui est la principale préoccupation des uns et des autres. Le Togo est souvent confronté à des manifestations grandioses, à des manifestations souvent réprimées. Je pense qu'aujourd'hui aussi, avec ça entre dans le même sillage. Il y a un itinéraire, c'est sûr que l'opposition ne peut pas accepter cet itinéraire, la coalition composée de 14 partis. Donc, et le pouvoir campe sur sa position. Et qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant dans tout cela? Ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas une société civile vraiment crédible ou bien qui peut être capable de faire face ou bien d'appeler à la raison, c'est la communauté internationale qui sera obligée d'intervenir, ce qui est dommage. Je pense qu'on pouvait, le Togo a assez de ressources, devait avoir assez de ressources pour régler ses propres problèmes. Mais s'il n'a pas ces ressources, si les positions ne sont pas réconciliables, je pense qu'on sera obligé de faire appel à des médiateurs comme ça se passe présentement, pour que l'irréparable ne se produise pas. Et je ne pense même pas, avec des positions aussi opposées, je ne pense même pas que... Bon, je suis un peu pessimiste par rapport au futur du Togo. Alors, Pape Ngagne, la CEDEAO finalement qui prend le pilotage du dialogue national en mai, même si l'organisation régionale n'a pas encore retenu de date pour laquelle il va donc réunir les protagonistes. Finalement, quelle solution pour éviter à ce pays l'impasse ou cette crise politique qu'elle ne bascule dans la violence? Oui, mais la crise a déjà basculé dans la violence depuis très longtemps, il faut le dire. Donc qu'elle ne prenne des proportions. Oui, des proportions inquiétantes qui risquent d'encore asseoir cette instabilité politique au Togo. Vous savez, dans beaucoup d'autres pays africains aussi, il y est toujours question de référendum, de consultation préélectorale, de dialogue, etc. Mais pour le cas du Togo, ça a perduré, il faut le dire, et que donc d'abord au sein... Mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, cette situation qui perdure, alors qu'il y a des dialogues à ne pas finir? Combien de fois l'opposition et le pouvoir ont pris langue, ont renoué le fil des dialogues et que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui l'explique selon vous? C'est tout à fait naturel. Deux partis distincts, opposition et pouvoir, deux positions distinctes, opposition et pouvoir, et naturellement, aucune des deux parties ne veut céder à sa souveraineté ou à ses revendications. Si l'opposition campe sur une position, disons qu'il faut le retour à la Constitution de 92, le pouvoir dit non, il faut que... Parlant de troisième mandat, qu'il faudrait qu'à partir de... retour à la Constitution de 92, il y a des voies légales, des voies de recours légales pour y arriver. Le référendum,
donner la parole au peuple qui reste le seul Parlons, oui, ça c'est vrai. Mais voyons, depuis près de 17 mois ou 7 mois, disons, quand les deux positions ne pas. Parce que normalement, le Togo, ce n'est pas seulement des électeurs. Je veux dire, ce n'est pas seulement la société, le bas peuple. Il y a aussi des élites qui ont quand même l'idée de pouvoir trouver des solutions consensuel, parce que on ne peut pas arriver actuellement à quelques encablures, disons, vers une élection en 2020, de pouvoir asseoir une autre structure politique autre que le dialogue. C'est d'ailleurs l'intervention de la CEDEAO bon, après avoir rectifié le tir, parce qu'au premier jet, ce n'était pas toujours ça. Maintenant, on ne sait pas à quand sera tracée cette feuille de route pour proposer ça aux deux. Mais toujours est-il qu'en amont, il doit y avoir une prise de conscience des deux parties, parce qu'il ne peut y avoir de compromis sans qu'aucune des parties ne cède une partie de ses revendications. Donc, ça veut dire autrement que en le rappelant que le président Faure étant le président en exercice de la CEDEAO, bon, vous voyez où est-ce que je veux en venir, parce que de toute façon, quelques positions que puisse prendre l'organisation sous-régionale, je verrais mal personnellement que ça aille contrairement aux volontés politiques du président. Vous pouvez me dire non, mais disons que la CEDEAO également, en tant qu'entité sous-régionale, serait vraiment, à mon avis, opposé à toute forme de prise de pouvoir contraire aux standards démocratiques. Très rapide, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Vous parlez vous dites que vous êtes pessimiste. La CEDEAO qui a pris les choses en main, même s'il se trouve que c'est le président en exercice, le président du Togo qui est le président en exercice de la CEDEAO, ils ont à maintes reprises essayé de nouer le fil de dialogue à l'interne entre Togolais, le dialogue intertogolais, pratiquement à 15-16 reprises, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le pays sorte de cette crise politique? Je pense que la clé de la solution, c'est le pouvoir. Ce sont les pouvoirs qui doivent savoir, les pouvoirs respectifs, partout ailleurs, partout en Afrique, qui doivent savoir que le pouvoir, pour ne pas me répéter, a des limites et a une fin. Je pense que le troisième mandat, c'est ce qu'on appelle le syndrome du troisième mandat, ou du quatrième mandat, comme on le dit ici, c'est dangereux. La Constitution le prévoit. Je pense que si on interroge la Constitution, les gens ils en font des interprétations qui vont souvent à leur faveur. Je pense qu'il faut respecter l'essence de la démocratie. L'essence de la démocratie, l'essence des constitutions africaines. Les constitutions en 2018, en 2019, je pense que ces constitutions, c'est qu'il faut deux mandats. Je pense que c'est la démocratie. Au-delà de deux mandats, on part et un autre arrive pour diriger le pays. Je pense que ça, c'est ce qui peut régler le problème. Donc c'est le pouvoir qui détient la clé de la solution. C'est le pouvoir qui détient la clé de la solution. Au Sénégal, au Mali, en Guinée, les dirigeants africains doivent se rendre compte, doivent être conscients que les troisièmes mandats sont source de problèmes, sont source de violence et peuvent pousser le pays vers le chaos. C'est souvent le cas. Et tout le monde le dit. Si on dit que la Constitution le prévoit, on organise un référendum, on sait tous nous savons comment ça se passe les choses. Toujours est-il que d'accord, mais toujours est-il que c'est le peuple qui est le seul souverain, c'est lui qui tranche. C'est ça, mais dans tous les cas, il faut, au-delà du peuple, au-delà du juridisme, parce que la Constitution en Guinée, on dit que c'est deux mandats. En Côte d'Ivoire, c'est deux mandats, la Constitution, c'est clair. Mais si on veut interpréter la Constitution pour faire trois mandats, on le fait. Parce que il y a toujours ce qu'on appelle les tailleurs constitutionnels. Il y a aussi du juridisme des constitutionnalistes venus d'on ne sait où qui vont vous dire que vous pouvez bel et bien faire un troisième mandat. Et ça, souvent, ça constitue un facteur handicapant pour la démocratie.
C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce numéro Mame Gor Ngom, directeur de publication du quotidien La Cloche, avec nous également Pape Ngagne Diouf, rédacteur en chef de Médian TV Afrique. Merci à vous d'avoir été de notre grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.